Ce soir, donc, Predrag Matvejević, auteur je dirais, du célèbre, du fameux bréviaire méditerranéen. Je dis célèbre au moins pour tous ceux qui aiment la Méditerranée, tous les aficionados, puisque ce livre écrit et publié en 1987 en serbo-croate et traduit en français en 1992, a été traduit en 25 langues. Même 2 traductions en arabe, on en a parlé tout à l'heure, une au Maroc et l'autre en Égypte. Et donc c'est une sorte de livre qui accompagne les amoureux de la Méditerranée. Et donc Predrag a fait un livre majeur, mais pas seulement ce livre majeur, bien d'autres. Vous avez une table de libraire à la sortie de la salle, donc vous pouvez prolonger la rencontre et voir ce que Predrag Matvejević a publié. Au passage, l'autre Venise, pour les amoureux des villes, dont il parlera un peu tout à l'heure, qui a eu le prix Strega, qui est un des plus grands prix littéraires italiens. Une série de conférences au Collège de France, Europe et Méditerranée. Et bien d'autres choses encore, des livres avec des photographes, Mimo Iodice, sur les îles de la Méditerranée. Et puis on terminera peut-être dans notre conversation de ce soir autour de son livre Pane Nostro, qui vient de sortir en Italie, sur le pain, et qui sortira, je crois, l'année prochaine chez son éditeur favori en France, qui est les éditions Fayard. Alors, cette soirée est intitulée un bréviaire méditerranéen pour le XXIe siècle, parce que la réflexion de Predrag Matvejević, je dirais, elle est inactuelle, et si elle a été écrite, je dirais, au XXe siècle, elle a beaucoup de choses à nous dire pour réfléchir au monde méditerranéen contemporain. Et c'est vrai que quand on réfléchit à donner forme à un musée de civilisation du XXIe siècle, on a besoin comme ça de grands repères, de grands alliés. Et c'est le cas de Predrag Matvejević, que je connais depuis justement la sortie de son livre en France. Alors peut-être, avant de lui laisser la parole, moi j'aimerais, pour ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir ou la chance de lire le bréviaire, de vous donner à entendre un peu la petite musique de son texte, au fond de cette géopoétique de la Méditerranée, on pourrait appeler ça comme ça. Et je crois que c'est un bon prélude pour entrer dans la réflexion de Predrag. Les cordages de filasse ou de chanvre, dans certaines régions en fibres de palmier ou d'aloès, s'imprègnent des senteurs de la mer et des ports, des plantes marines et du goudron. Il confère au môle un peu de son caractère. Sans être ni trop rude, ni trop raide, il laisse des morsures et des cales sur les bites d'amarrage et les hartoirs des bouées. Il leur arrive parfois de se dénouer d'eux-mêmes. La friction par endroits est telle que leur surface devient parfaitement lisse. À d'autres, ils se déchirent en mèches folles, d'ordinaire plus claires, telles des chevelures. Les cordages font un long usage dans les pays déshérités, bien que chacun les tire à soi. Rien n'est plus écrasé et broyé dans le port que les paillets, pelotes de cordes et d'étoupes qui protègent le flanc du bateau et le môle des coups et des détériorations. Il porte le nom officiel de défense, mais les équipages ne l'emploient pas à bord. Plus qu'un craquement, c'est, semble-t-il, un gémissement qu'il pousse lorsque le flanc du bateau les presse contre la paroi du môle. Les marins en connaissent l'usage depuis le temps les plus anciens et les confectionnaient avec de la paille, d'où leur nom. Les navires de bois étaient plus fragiles que les autres. Le paillet est voué tout entier au service du bateau, destiné uniquement à l'accostage, circonstance qui réunit son public, événement important pour le port lui-même. Pendant la traversée ou au mouillage, il sèche tout bonnement, pendu à une corde. En Méditerranée, on oublie facilement qu'il a protégé la beauté du bateau et la solidité du môle. Voilà un petit fragment de ce bréviaire méditerranéen. Et donc, Predrag Matvejević, j'aimerais vous inviter un peu à nous faire partager
votre réflexion au long cours sur ce monde méditerranéen dans lequel vous êtes baigné très tôt. D'ailleurs, pour peut-être en petit prélude, il a fallu combien de temps en prenant le micro, il a fallu combien de temps pour écrire ce bréviaire? C'est l'histoire de toute une vie presque, non? Écoutez, ça a commencé très tôt. Je ne croyais pas au commencement que j'allais écrire un livre. Mais je prenais des notes, j'observais les choses. Je suis né tout près de la mer Adriatique. Mon père avait travaillé dans la ville de Sebenico, un Vénitien, un Italien. Et donc, c'était une ville qui a beaucoup de traditions et je les observais. En face, il y avait un îlot qui s'appelle Zlarine. Autour de cette île se trouve beaucoup de corail. Et mon ambition, depuis l'âge de 3 ans jusqu'à l'âge de 9 ans, c'était d'avoir la force de plonger et de prendre un corail. Et donc c'est commencé, c'est peut-être par là. D'autre part, j'avais devant les yeux une mer vue, observée. Et mon père est né à Odessa, il est russe, il a parlait toujours comme émigré de sa mère à lui. Et ces deux choses se sont croisées. Et je crois que ce sont deux écritures qui sont dans le livre. Une mère vue et vécue, et une mère écoutée, narrée. Et donc ces deux choses-là avaient donné le commencement de cela. Et puis est venu un moment où j'avais vu combien j'ai de notes, combien j'ai de petites feuilles sur lesquelles je n'arrivais pas toujours à lire ce que j'avais écrit. Et donc est venu le bon moment et ça a commencé. J'ai travaillé. Puis d'une édition à l'autre, ça a changé. Même, je dirais, cette dernière édition française, il y a eu 4 ou 5 éditions, dont une édition de poche que Fayard avait vendue à Payot. Il manque à cette dernière édition française un rajout sur l'âne. Vous savez, l'âne a contribué à faire les routes, à faire des murs, à faire des maisons, à porter tous les fardeaux les plus durs, tout en étant maltraité, etc., avec une patience extraordinaire. Et je vous raconte là une petite histoire qui m'avait poussé à faire ces pages. Quand Brodel, notre maître à nous tous, un émigrant, j'avais pu le joindre et j'avais pu suivre un certain nombre de ses cours. J'ai lu tous ses livres, naturellement. Quand il a fait sa thèse, comme prisonnier de guerre en Allemagne, il a écrit sa thèse, il a ajouté ensuite les notes et les références. Et donc la thèse a été saluée du jury, de doctorat d'État. À l'époque, c'était différent qu'à présent. Et donc, c'était les louanges fantastiques, un nouveau historien apparaît sur la scène, etc. Alors, vous savez, la cérémonie de soutenance de la thèse, moi je suis aussi un doctorant français, docteur qui avait fait sa thèse à Sorbonne. C'est parfois un peu ridicule avec ce professeur comme ça déguisé, je ne sais quoi. Et l'un des c'est un professeur de la Sapienza qui parle, un professeur honoraire de la Sapienza. J'étais aussi 4 ans quand même à Sorbonne. Et à ce moment-là, un des membres se lève et dit « Cette thèse est à refuser. Nous ne pouvons pas permettre une thèse qui ne mentionne pas le plus grand constructeur de la Méditerranée. » Mais quel constructeur? Alors, il pensait à l'âne, disait l'âne qui avait construit tout cela, sans l'âne, rien ne serait fait. Qui a porté tous ces fardeaux? C'est l'âne. Qui a porté la Sainte Famille? Qui a sauvé la Sainte Famille sur son dos? Alors il a trouvé évidemment toutes les raisons, et comme ça, vous voyez, un livre sur la Méditerranée ne se termine jamais, jamais. Il y a d'autres choses à ajouter. Et c'est bien de commencer par un éloge de l'âne. Si vous aviez comme ça 5 sens, 5 fragments autour des 5 sens à nous donner, oui, nous faire partager votre Méditerranée, du bréviaire nous la faire entrer justement sous un mode sensible. Et c'est un mode que, évidemment, quand on réfléchit à des projets d'exposition, à un musée de civilisation centré sur la Méditerranée, évidemment, cette dimension sensible nous est chère. Predrag. Par exemple, n'est-ce pas, c'est une pierre qui a été érodée par la mer. Alors, vous posez là la main,
Et là, vous faites ce mouvement qui vous rappelle quelque chose de l'ancienneté de ce rocher, par exemple. Certains rochers sont surtout. Et puis, des galets polis par les siècles. Vous vous rendez compte aussi, en touchant comme ça, de l'ancienneté, de la dureté de la pierre, de l'exposition à la mer et du rôle, parce que tous les endroits ne sont pas exposés au même titre au sel. Là où le sel peut, quelque mots, manger la pierre, c'est autre chose. Alors vous savez, vous avez une gamme de choses que vous touchez, et je crois que c'est un jeu extraordinaire. Quelques peintres se sont rendus compte, pas beaucoup, se sont rendus compte de comment ce genre de rocher, de pierre, peut rivaliser avec la couleur, avec je ne sais quoi, avec la mémoire, avec le passé, avec l'histoire. Et donc, il y a votre ami Mimo Iodice, le photographe, qui fait sentir un peu le toucher de la pierre aussi. Tout à fait. L'architecture, disons, de certains espaces, surtout sur les îles, qui étaient longtemps exposées. Alors cette architecture, vous savez, c'est un art extraordinaire, cette architecture, ce qui reste, vous savez, les derniers rochers, la manière dont une île se termine. Parfois c'est lent, elle entre, la mer l'inonde en quelque manière, et parfois c'est abrupt, c'est une coupure. Alors vous voyez, je crois que ces choses-là ont inspiré, je le dis quelque part dans le bréviaire, ont inspiré beaucoup de tragédies grecques. Ils étaient, comment dirais-je, en contact constant pendant de longues années avec ce genre d'objets à côté. Alors les plus talentueux se rendaient compte qu'il y a un rapport entre le destin humain et un certain nombre de paysages, justement ceux dans lesquels se trouve ce genre de pierre. Alors écoutez, puisqu'il y a beaucoup de murmures qui traversent le bréviaire méditerranéen, oui. Peut-être dans les marchés. C'était une passion d'aller dans les marchés, vous savez, et puis les marchés, comment ils changent, le marché, rien ne peut être plus particulier que le marché. Imaginez par exemple la particularité des souks arabes, la manière dont les marchandises sont composées, la manière, vous savez, il y a toujours plusieurs exemplaires. Jusqu'à quel nombre d'exemplaires on y va? Où est-ce qu'on s'arrête? Qu'est-ce que c'est que ce genre de conserver, de montrer? Donc, il y a dans un souk, dans les autres marchés, il y a une sorte d'exposition. Exposition dans le sens même pictural du terme. Et donc, toutes ces couleurs qui apparaissent. Puis là, la vision se mélange avec le toucher, évidemment, avec le sens de possession, on va vouloir posséder cette chose. Il y a un sentiment d'amour dans cette relation. Et donc, vous savez, ces idées-là vous viennent parfois dans les moments le moins attendus. Vous êtes loin de la mer, vous rêvez un peu à la mer, vous avez fait un songe dans la nuit précédente, etc. Vous allez prendre, je ne sais pas quoi, et tout d'un coup apparaît une association, un événement, un mouvement de la vague, un mouvement, une sorte de paysage. Et surtout les paysages sont très, très importants dans ce genre d'écriture. Ce que j'ai voulu éviter à tout prix, j'ai voulu éviter les choses dites. Ça me semblait, il y a trop la Méditerranée souffre justement des redites. Et comment les éliminer? Et puis là, l'autre problème, comment les composer? Et comment les composer en fonction de ce qui a été vu, de ce que ces choses désignent, de ce que ces choses signifient. Alors, cette composition est un problème tout à fait à part. Et j'ai trouvé, par exemple, pourquoi j'ai donné le titre bréviaire. Je suis parfaitement laïque, issu de deux religions chrétiennes, un père russe orthodoxe, une mère catholique chrétienne, croate. Donc,
je ne suis pas, cette inspiration du Bréviaire n'est pas venue de la religion en tant que telle, mais de la manière dont les pères de la religion, dont les prophètes savent composer. Ça me semble très important. La composition a à faire avec l'écriture sainte, avec le Coran, avec c'est une religion Torah. très profane qu'il y a dans ce bréviaire que l'on feuillette justement comme ça et où on tombe. Parce qu'on peut le lire page à page et on peut le lire comme ça presque au hasard. Donc votre ami Claudio Magris, qui l'a préfacé, dit que c'est à la fois un portulan, un lexique et un essai roman. Parce que c'est vrai que c'est une forme tout à fait originale sur le plan littéraire. Oui. C'est au fond une esthétique du fragment. J'aimerais peut-être comme ça, par petites touches, que vous nous fassiez entrer dans ces récits, sans parler évidemment du récit des récits qui est l'Odyssée que l'on suit toujours quand on parle de Méditerranée, mais quelques figures comme ça qui ont compté pour composer ce bréviaire méditerranéen et votre regard, votre réflexion sur la Méditerranée du XXIe siècle. Quels sont les écrivains qui, pour s'avancer un peu dans le récit en fragments, qui a nourri aussi ce bréviaire méditerranéen et qui alimente toujours ce regard sur la Méditerranée? Ma génération a été très touchée par la littérature d'après-guerre en France. On avait d'abord lu Malraux, qui a été difficile. Dans les pays de l'Est, comme Malraux a rompu avec les communistes, il n'était pas facile quand je l'avais dans l'après-guerre de l'avoir. Mais Camus, on arrivait à l'avoir et il y avait quelque sorte de rivalité avec Sartre ou Camus. Moi, je dirais que j'appréciais plus Sartre comme littéraire, mais je me rendais compte que Camus est beaucoup plus artiste. Camus est peut-être l'un des rares écrivains européens qui, dans la tradition mythologique du monde grec, du monde ancien, avait trouvé le Sisyphe comme un héros de notre temps. Ce Sisyphe, avec cette aberration intelligente qu'il avait. Et imaginez Sisyphe heureux. Et imaginez le Sisyphe heureux. Vous savez, je me dis parfois en plaisantant, je suis un dinosaure, peut-être le dernier enfant des familles des Russes qui avaient émigré, qui parlaient, eux, dans leur enfance déjà. Depuis Catherine II jusqu'à la Révolution, le français était parlé dans les familles russes. Une famille un tout petit peu plus aisée, jusqu'à l'âge de 7 ans, l'enfant parlait plutôt le français pour l'apprendre bien. Et je dis, il me semble parfois que je suis le plus âgé de ces enfants, le dernier peut-être de ces enfants dinosaures, de ces Russes. On disait blanc, mon père n'était pas blanc, il était un menchevique et il se rendait compte que les bolcheviks ne pouvaient pas réaliser cette grande idée qu'il proposait. La langue. Alors la langue française, la littérature française a joué un rôle important, peut-être aussi dans la façon d'appréhender le rapport au monde méditerranéen, parce que dans la multiplicité des récits, on le voit quand on essaie d'en faire un peu l'histoire, nombre d'écrivains français, d'historiens, on a parlé de Brodel, se sont penchés pour réfléchir à ces imaginaires méditerranéens qui, au fond, composent le bréviaire. Il y a cette très belle formule, à un moment, vous dites la Méditerranée a souvent été comparée à une gigantesque éponge imbibée de tous les savoirs. Ah oui. Donc il faut la presser comme ça. Comme ça, j'ai fait des études de français, italien et langue classique. Et puis, j'étais, pendant mes premiers livres, je prenais une autre direction. C'est trop personnel pour dire, comme ça semble narcissique quand on dit. Mon père était dans un camp nazi et mon grand-père et mon oncle sont morts dans un camp stalinien. Alors évidemment, ça m'a poussé vers Sartre, vers l'engagement. J'ai écrit un texte sur l'engagement de Sartre. J'ai rencontré Sartre quand je lui ai montré ce texte. Il l'a lu,
Le lendemain, il m'a encore rencontré, il m'a dit, si j'avais vu votre texte Sartre était donc d'une extrême modestie. Quand il aimait quelqu'un, il était vraiment un homme, il était très peu l'écrivain de cabinet, etc. Si j'avais lu ça avant, je n'aurais pas fait tant de bêtises. Et je me souviens bien, c'est comme ça, pour encourager un jeune auteur qui est venu le voir, mais Sartre, nous n'avons pas, malheureusement, nous vivons une époque où il n'y a pas de Sartre, il n'y a pas de Malraux, il n'y a pas de Camus, il n'y a pas de Francis Ponge, il n'y a pas tant de grands écrivains qu'avait la littérature française, qui était la plus grande littérature européenne pour moi et pour beaucoup d'autres. Nous vivons une époque où la politique ne fait aucune référence à la culture. Dites-moi quelle est la référence que fait Berlusconi en Italie, que font ici, que fait Sarkozy et les autres. Je ne vais pas parler politique pour ne pas compromettre mes organisateurs. Et donc, c'est ça le cas. Donc, il n'y a pas... on nous sent très, 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 très bien dans la littérature française. Cette manque. Vous savez que nous sommes formés... Nos pères étaient formés en lisant Voltaire, l'encyclopédie Diderot, puis Victor Hugo, etc. Je ne vais pas vous énumérer les auteurs que vous connaissez bien. Et ça n'existe pas. La littérature russe, le stalinisme a anéanti, elle a poussé très rapidement. Au début du XIXe siècle, il n'y a presque pas de littérature en Russie. Il y a quelques poésies de circonstances. Et tout d'un coup, Tolstoï, Dostoïevski, Pouchkine, Tourgueniev, ils ont rattrapé le plus grand niveau européen, et dans certains cas, Tolstoï peut être mis à côté de Dante et de Shakespeare. Ils ont rattrapé, même au point de vue de la qualité, et après cela, ce désastre. La littérature sous Staline, seuls quelques témoignages de grande valeur qu'avaient fait les dissidents. Le reste, ce n'est pas la vraie littérature, c'est le témoignage. Ça a sa valeur, une valeur profonde. Et donc, la Méditerranée est aussi un lieu qui était souvent dur à l'égard des créateurs, qui inspirait d'une part, et d'autre part qui défendait de différentes manières, à travers l'Église, à travers les bûchers, à travers les persécutions, tous les termes concernant, c'est une chose qui manque à mon livre, les termes concernant la persécution sont nés dans la Méditerranée, exil. Oui, vous voyez que Predrag est un art consommé de la digression. On l'entraîne sur un terrain, il part sur un autre, on est sur Camus et on va vers Tolstoï et Tourgueniev. Mais c'est comme ça, il faut s'habituer à cette expression et cette pensée en arabesque qui est extrêmement fertile. Alors moi j'aimerais peut-être revenir, Predrag, sur le lien entre, au fond, la poétique de la Méditerranée qu'il y a dans le Bréviaire et au fond la politique. Tout commence en mystique et tout finit en politique, comme disait l'autre. Cette politique de la Méditerranée, malgré tout, vous l'avez suivie de près, puisque vous avez été conseiller de Romano Prodi quand il était président de la Commission européenne, puis président du Conseil en Italie, notamment pour réfléchir à toute la politique méditerranéenne européenne, au partenariat euro-méditerranéen, à la création de la Fondation pour le dialogue des cultures, devenue Fondation Annalint à Alexandrie. Et donc, j'aimerais au fond vous demander, vous qui avez été un observateur et même un acteur de cette réflexion politique sur la Méditerranée, 15 ans après le processus de Barcelone, comment est-ce que ça vous apparaît tout ça? Est-ce que vous avez le sentiment que ça prépare une entrée fertile dans le XXIe siècle? Ou est-ce que, comme dans la vision un peu catastrophiste de la littérature que vous faisiez tout à l'heure, à part quelques exceptions, est-ce que vous avez le sentiment que, au fond, la politique méditerranéenne est plutôt dans une impasse? Il y a beaucoup de questions dans cette question. Et il faut pas ça, c'est pour inviter à la digression. Il ne faut pas étonner si je chevauche sur un autre terrain. Non, mais ces questions sont posées. Tu as prononcé, tu as touché la conférence de Barcelone, comment ça continue.
Pourquoi toutes ces choses sont... J'avais pensé que je devais faire une conférence. Je vais vous apporter une conférence, mais je la laisserai comme ça. Alors Thierry, qui est un ami de vieille date, m'avait dit non, je te fais une rafale de questions, tu devras répondre aux questions. Alors je dis, dans cette conférence que je vais vous apporter, il y a quelque chose qui aurait répondu mieux que je saurais le faire, oralement, comme ça, en lisant. Les choses où même cette ville est mêlée. Plusieurs plans, projets ou programmes de la Méditerranée qui ont été faits dans le passé. Regardez, je vous fais une énumération. Charte d'Athènes, charte de Marseille, les conventions vieilles conventions de Barcelone qui n'a rien à voir avec la nouvelle Barcelone, convention de Gênes, le plan d'action pour la Méditerranée, PAM, qui a été imaginé en France, le plan bleu de Sophia Antipolis, ici tout près, projetant l'avenir de la Méditerranée, alors c'est une citation, à l'horizon de l'an 2025, puis la déclaration de Naples, de Malte, de Tunis, de Split, de Marseille à nouveau, de Palma de Majorque. Alors ces efforts, disais-je comme ça dans un livre, sont recueillis mes leçons au Collège de France, louables, généreuses, dans les rétentions, stimulées, parfois par les gouvernements, ont fini pratiquement dans nul. D'où, juste une petite chose à laquelle je tiens, c'est ce que le destin de la Méditerranée, en décide les gens hors de la Méditerranée. Et la Méditerranée devient ainsi un état de choses, non pas un projet. Nous n'avons pas vu dans la commission, dans la conférence de Barcelone, la Méditerranée comme un vrai projet. On a vu le président français de faire une union pour la Méditerranée sans aucune idée, sans aucune consultation, sans prendre en considération même ce qui a été fait à Barcelone, etc. Et c'est un échec. À la première rencontre ne sont pas venus les Arabes, à la deuxième ne sont pas venus les Juifs à cause il y avait la Ligue arabe, les représentants de la Ligue arabe. Et voilà, ça c'est... Évidemment, l'Europe continentale était très réservée. Madame Merkel n'avait aucune volonté d'en faire part. Et donc, vous voyez comment ça finit. Et j'ai tracé, si vous voulez, dans certains de mes textes, une chose, ça se trouve aussi dans la nouvelle édition du Bréviaire, quelque part à la fin, un diagnostic qui peut nous être utile pour le travail. La Méditerranée a une très forte identité de l'être et a une assez faible identité du faire. Elle n'arrive pas à faire ce qu'elle arrive à inventer. Je disais souvent, prenez une ville, par exemple, comme Naples. Une ville d'une grande intensité, où l'on aime différemment, où l'on chante, où on a d'excellents auteurs, etc. Excellent, donc identité de l'être forte. Et identité du faire. On n'arrive pas à faire les choses les plus simples. Les ordures restent dans les rues, etc. Ça concerne aussi Marseille. Ça concerne le Caire, beaucoup. Ça concerne une grande partie des villes adriatiques. Ça concerne l'Athènes d'aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe là-bas, dans cette capitale de la culture, de l'histoire et de la culture, de la mythologie méditerranéenne. Et donc, vous voyez, une réflexion en ce sens aurait pu nous donner quelques résultats. Nous observons de manière passive ce qu'on veut, ce que la Commission européenne voudrait qu'on fasse, etc. Et on ne nous laisse pas assez d'espace à nous. C'est pour ça que je salue ce musée que vous allez faire. Ici, j'ai entendu de Thierry ce qui est... Je suis très heureux qu'une ville comme Marseille devienne capitale de la culture européenne. J'espère que vous avez aussi une grande responsabilité. Si vous ne réussissez pas, on dira, vous voyez, faites une chose à la Méditerranée, vous n'avez rien comme résultat. Je trouve au contraire que la ville de Marseille est très capable et qu'elle peut faire ce travail et ça aiderait toute la Méditerranée. Et j'ai promis à Thierry que nous rencontrons ici. Je connais beaucoup de gens qui avaient travaillé sous ce petit espace où Romano Prodi était dans la Commission européenne.
et faire venir ces gens. Nous sommes le petit succès que la commission, on nous appelait groupe des sages, je ne me suis jamais considéré comme sage, mais le groupe des sages, nous avons réussi à mettre à la même table les juifs et les arabes, les israéliens et les arabes. Et je ne vous raconterai pas, ce serait très long, comment nous avons procédé pour le faire. En tout cas, ils étaient à table et nous avons fait un projet de 80 pages qui n'a jamais été publié, qui, comme ça, les discordes sont en dehors de notre groupe qui a fonctionné très bien. Et on s'est retiré, on fait ce qu'on peut. Donc, au fond, la Méditerranée... C'est un sujet qui me touche de près. Au fond, si j'entends bien, Predrag, la Méditerranée ne peut pas vraiment faire l'objet d'un projet politique. C'est plus une esthétique, une façon de vivre, que véritablement un projet politique construit autour duquel, finalement, le plus souvent, on tourne en rond. C'est un peu le bilan de l'après-Barcelone, 15 ans après. Ça dépend de ce qu'on entend par projet politique. Ce qui est là, la politique. Quel sens du mot politique on prend? Naturellement, une politique quotidienne, une politique à laquelle nous sommes toujours confrontés, comme ça tous les jours, elle ne va pas loin. Mais si nous prenons la politique dans un sens très profond, très large, le destin d'une police, donc une police qui est à la fois ville et État, en quelque manière, se préoccuper de la police comme pour les policiers, comme la cité. Alors là, cette politique de la cité qui s'élargit, elle peut être de grande utilité, de grand profit. Peut-être ce serait l'occasion justement, puisque vous m'avez dit que vous souhaitiez développer un peu une réflexion autour des villes de la Méditerranée. Peut-être que le cœur de ce qui peut advenir se joue dans la constellation des grandes cités de la Méditerranée, que c'est peut-être là que quelque chose de sérieux peut advenir, même si elles sont plus dans l'identité de l'être que dans l'identité du faire. Oui. Je vous avais préparé une série de questions qui se posent à ceux qui réfléchissent sur les îles. Regardez un notaire italien, il a évoqué la façon dont Marco Polo aurait pu décrire au grand camp cubilais les villes qu'il a parcourues. Et il formule une mise en garde extraordinaire. Nous ne devons pas confondre la ville elle-même et le langage qu'il a décrit, quoiqu'il existe un lien entre l'une et l'autre. Alors la ville et le langage qu'il a décrit, comment les concilier? M'est arrivé comme ça, j'ai réussi à faire de temps en temps une conférence, un petit texte, un essai, mais c'est extrêmement difficile de trouver ces discours. Puisque toute ville, voilà, je vous donne quelques phrases que je vous avais préparées, toute ville vit un peu de ses souvenirs. Comment trouver, appréhender ses souvenirs? Quels sont les souvenirs positifs, quels ne le sont pas? Les villes méditerranéennes ont probablement plus de souvenirs que les autres, puisqu'ici c'était le berceau de l'histoire, de la culture. Le passé n'y cesse de faire concurrence au présent. L'avenir se présente tantôt à l'image du passé, tantôt à l'image du futur, etc., etc. Et là, je vous dirais une autre chose concernant la ville, comme ça, c'est beaucoup de réflexions. Par exemple, il y a une idée chez Aristote. Quand la ville de Babylone a été attaquée, les ennemis ont percé dans un quartier, ils l'ont pris, et l'autre quartier ne se rendait pas compte. Je crois que vous avez aussi des situations semblables dans les villes méditerranéennes aussi. Et il y a des villes, certains gens, parfois ce sont les nouveaux venus, les gens émigrés, venus de je ne sais où, tous les ouvriers des pays arabes, du Maghreb, etc. Et Aristote y voyait comme ça un grand danger. On a pris une part de Babylone et on ne s'est pas rendu compte dans le reste de Babylone de ce qui se passe. Parfois, nous ne savons pas ce qui se passe dans le même état
peut-être Nice ne sait pas ce que veut faire Marseille, Madrid ne sait pas ce que fait Barcelone, il avait parfois le blocage de la conférence Barcelone par Madrid, et en Italie, Naples évidemment, et Rome, sans parler des autres villes. Donc c'est une chose qui me semble très importante. Puis le problème de diriger les villes méditerranéennes qui ont une grande verticalité. Marseille est une ville aussi qui a de la méditerranée, tout en étant penché, tout de suite communique directement avec la mer, mais il y a une verticalité de la mémoire, des héritages, des rencontres. Et on a cette verticalité et nous ne savons pas bien quelles sont les sondes avec lesquelles on pourrait l'étudier. Et donc ça, c'est aussi un problème, c'est une chose à laquelle j'ai réfléchi depuis longtemps. J'ai écrit peu de ce problème de la verticalité. Une chose qui me semble importante, sur laquelle aussi j'avais proposé quelques réflexions, la différence d'une ville sur mer et d'une ville de mer. Je ne sais pas s'il faut employer l'article en français. Les Italiens disent città di mare, città sul mare. Cité de mer, ou comme disent, c'est la ville de mer, c'est une ville qui est vraiment inspirée par la mer, qui vit avec cette mer, qui est marquée par cette mer. La vue sur la mer, elle s'échappe vers le continent, elle cherche un autre destin, un destin double. Elle n'est pas complètement. Marseille fait partie des villes de mer. En Italie, sûrement Naples. Certaines villes concernant les îles sont. Mais beaucoup, une grande part de la France, c'est la difficulté de la France. D'abord, la monarchie n'a pas su avoir une politique d'État dans la Méditerranée. Donc il y avait une Méditerranée qui était hostile, qui était soumise. Il reste quelque chose dans la littérature, dans les grands écrivains classiques de Marseille, ça aussi existe dans la littérature italienne. Donc on peut chercher ces traces comme ça. Oui, par exemple, Gênes. C'est une ville sur la montagne. Tout au début, il me semble, venir dans une ville de mer. Alors vous montez un tout petit peu, vous vous rendez compte que la continentalité apparaît très rapidement, et c'est une ville sur mer, sur la mer. Et donc, vous voyez, des choses de ce genre, je suis certain que tant de Méditerranéens les sentent bien, les ont vécues. Pourquoi nous n'avons pas posé nous-mêmes ces questions? Parce que nous sommes marginalisés Parce que vous voyez, tous ces projets que je vous énumérais tout à l'heure, je l'ai fait exprès, vous donnez toute la liste des grands projets, PAM, par exemple, plan de l'action de la Méditerranée. Je me souviens, j'étais jaloux à cette époque, j'étais trop jeune, je ne pouvais pas entrer dans le jeu. J'aurais aimé entrer dans le jeu, c'était les profs plus anciens de moi qui se sont occupés de la chose. Et après, j'avais dit, heureusement, je ne suis pas entré, mais là, on n'avait rien à faire, c'était déjà prévu de ne faire rien. Une très bien pensée de Thucydide. Ce sont les hommes qui constituent la ville et non pas le seul mur où les navires sans passagers. Alors voyez ça, quand vous projetez ça dans l'histoire de la Méditerranée, dans le vécu quotidien des Marseillais, des Napolitains, d'un Génois, d'un Triestin, Trieste est une ville tout à fait sur mer. Elle touche la mer, mais elle est sur mer. La partie dont elle touche la mer est insuffisante pour la libérer de cette continentalité qui est derrière, comme ça. Alors, vous voyez, il y a un tas de choses à proposer. Je suis heureux si on arrive à faire, pendant ces 2 années, où la capitale de la Méditerranée a aussi les moyens, qui a une capitale. Puisque le pain, notre pain, est le dernier ouvrage qui est né et qu'on réfléchit au MUSEM à une exposition de synthèse sur les civilisations de la Méditerranée et que ça probablement commencera autour une réflexion autour de la civilisation du blé. Donc le pain en Méditerranée, le pain tel qu'il a été écrit et tel qu'il est né dans ce livre qui n'est pas encore traduit mais qui sera, je crois, qui est en cours de traduction et qui paraîtra l'année prochaine, mais qui est déjà paru en Italie et qui a déjà beaucoup de... Alors quelques
quelques mises en bouche autour du pain, parce que là aussi on est dans un élément de la culture au quotidien qui est extrêmement important et dont souvent on ne prend pas conscience de toute l'importance. Je crois que nous n'avons pas assez répandu une culture qui puisse nous mettre dans un contact très profond avec le pain. Qui, au moment où nous prenons le pain, pour savoir qu'est-ce qu'il y a, combien d'actes de civilisation se trouvent dans le pain. D'abord, le pain est plus ancien que l'écriture, que le livre. Ensuite, cette naissance un peu mythologique, qui n'est pas devenue un mythe, mais elle pourrait le faire, les premiers pains sont nés sous la cendre. Sous la cendre, sur la pierre. Alors vous voyez déjà cette origine qui est une constatation pure et simple. Et elle relève d'une poétique. Oui, je n'oublie toujours pas. Le premier pain, donc, né dans la cendre, sur la pierre. Alors comment il se détache de cela? Vous pouvez encore trouver des tribus africains, notamment des Bédouins, qui respectent cette tradition 6 ou 7 fois millénaire. Puis, vous savez, le premier pain, la culture du pain qui se rattache aux astres, aux étoiles, qui prévoit dans cette astrologie quel est le blé à employer à tel temps, dans telle mesure, dans tel climat, etc. Ça aussi, c'est un sujet très, très, très important qui est négligé. Puis, parmi d'autres choses, l'anthropologie du pain. L'homme se fait avec le pain. Il y a un témoignage extraordinaire dans Gilgamesh, cet poème qui a l'âge du Vieux Testament. Il décrit un héros qui s'appelle Enkidu, qui mangeait seulement le gibier avec du sang. Et tout d'un coup, on lui donne un morceau de pain, il commence à goûter le pain. Et là, si vous voulez, c'est le moment où commence l'histoire. Au moment où l'homme arrive jusqu'au pain. Après toute cette tergiversation, etc., arrive au pain. Puis nous trouvons j'ai mis des mois et des mois avec des conseillers excellents, voir comment les pains sont présentés sur les hiéroglyphes. Je vous dirai pourquoi je vous mentionne cela. Pourquoi cela? Nous mangeons tous les jours le pain. Le pain est la denrée la plus nécessaire, l'aliment le plus nécessaire. Les pronostics nous disent que dans 30 ans, nous serons sur cette planète 5 milliards, dont 2 milliards sans pain. Donc il faut y penser. Pourquoi ça ne passe pas à travers nous? Ce n'est pas une grande sagesse. Il y a des livres dans lesquels on pourrait trouver, mettre ça dans le programme scolaire. Qu'est-ce qu'il y a dans les programmes scolaires? J'observe maintenant l'Europe de l'Est. Ces nationalismes effrénés dont j'avais fui mes années d'émigration se lient au fait que je ne pouvais pas vivre sous un régime nationaliste. Pourquoi, au lieu de ça aussi, il y a j'ai enseigné quand même aussi en France, 4 années en Sorbonne, au Collège de France, 14 années à Sorbonne. Ces choses-là manquent au programme scolaire. J'avais fait une sorte de recherche en posant des questions aux étudiants. Et j'ai vu qu'ils ne savent rien de cela. Parfois, on se souvient que maman disait, il ne faut pas jeter le pain. Il faut le baiser quand il faut l'embrasser quand on le reprend. Dans ce livre, il y a toute une symbolique du pain, toute une réflexion sur la symbolique du pain. Il y a aussi la symbolique chrétienne de l'Eucharistie, c'est une chose très très importante. Importante de prendre le pain comme le corps de Dieu, le corps divin. Et là, j'ai découvert une chose qui m'a beaucoup amusé avec cette Eucharistie. Nous avons les grands tableaux, la dernière scène, dans chaque peinture française, italienne, allemande. Il y a Rembrandt aussi qui a fait une dernière scène, Léonard en avait une, etc. Et la Pâque, la dernière scène a eu lieu dans un moment de la Pâque hébraïque, où, d'après l'ordre, venu de Mosée encore, toute trace de levain devait être enlevée, brûlée. Le pain pouvait être seulement azime, sans levain. C'est pour ça que Christ le brise comme ça,
Et donc, le pain devait être très, très, très mince. Et puis, au fur et à mesure, on a oublié cela. Et vous avez sur le mur d'église, vous avez les pains comme ça, très grands. En France, où l'on a une autre culture du pain, une culture du pain très évoluée, qui s'est bastardisée, qui n'est pas ce qu'elle a été. Déjà, Flaubert disait dans son dictionnaire d'idées reçues, combien qu'est-ce qu'il dit, une parole de dur comme ça, on met dans le pain. Qui sait ce qu'ils mettent dans le pain? Et vous savez comment on a rendu les comptes aux boulangers, etc. On croyait dans les révolutions en France, 1830, 1848, Commune de Paris, c'était eux qui payaient. Qu'est-ce que vous mettez dans le pain? Maintenant, il y a une recherche pour l'âne, etc. Il y a une recherche de faire du pain qui ne soit pas seulement le pain industriel. Il y a une chose, je ne sais pas si vous le savez, dont la France devrait se vanter. Les Japonais ont refait le pain après le riz. Le riz est venu parce que le riz pousse 4 fois, il y a 4 moissons de riz par an. Et donc, les pays qui avaient beaucoup trop d'habitants, la Chine et le Japon, ils ont commencé à cultiver le riz après avoir connu la culture du grain et du pain. Et maintenant, le Japon a pris complètement l'image du pain français. Il y a le bâtard, il y a la ficelle, il y a, etc., toutes les sortes de pain que vous connaissez. Une histoire de la culture à partir de notre rapport au pain. Certainement. Et donc... ça me semblait, vous savez, j'avais fait au départ quelques livres engagés, j'ai parlé des guerres dans les Balkans, de choses de ce genre. J'ai fait un livre où je défendais les dissidents de l'Union soviétique. Tous ces dissidents n'étaient pas les ennemis, comme le stalinisme les a fait, mais il y avait une dissidence de gauche aussi, et ils étaient les victimes. Alors j'étais saturé par ces livres que j'avais faits, un livre qui n'est pas traduit en français, c'est Moulins à vent. Qu'est-ce que c'est le moulin à vent? Il y en a partout, les moulins à vent. Alors je cherchais comme ça la nature de ces moulins à vent. Puis le Mondex, quelque part il est encore en vente, que j'ai écrit en français, respectant cette tradition qui existait une fois, il y a tant de temps en Russie, et respectant le fait que les grands écrivains russes auxquels je ne vais pas me comparer savaient écrire aussi en français. Pouchkine est mort avec un seul désir. Il a voulu venir en France, Tsar ne lui a pas permis, il savait qu'il est un peu dissident, qu'il aurait pu l'attaquer. Et donc j'ai écrit quelques livres en français comme ça pour une sorte de reconnaissance des Slaves en général et des Russes en particulier à la culture française. Merci Predrag Matvejević pour ce périple autour de la Méditerranée, de la culture un peu internationale. Dans ce bréviaire, il y a un moment, une citation de Borges qui, je crois, s'applique bien à ce soir. La mer est une langue très ancienne que je ne sais pas déchiffrer. Alors, je ne sais pas si vous avez envie, à partir des fragments du périple, de la mosaïque que nous a proposé Predrag Matvejević ce soir, de l'interroger sur le pain, sur les villes de la Méditerranée. La question que je voulais vous poser, n'y a-t-il pas en fait un malentendu entre la vision classique française continentale de ce qu'est l'histoire et de ce qu'est l'espace et de ce que sont les paysages et de la façon dont en Méditerranée on peut considérer ces mêmes choses, en particulier où l'histoire française c'est l'histoire de territoire, c'est l'histoire de surface. Il faut occuper de l'espace en surface avec en face, pour nous au niveau méditerranéen, peut-être une vision beaucoup plus fractale de l'histoire. C'est-à-dire quelque chose qui sont des lignes, qui sont parfois des lignes droites, mais souvent des arabesques, pour reprendre le mot de tout à l'heure que vous avez employé, et en tout cas quelque chose qui trace quelque chose de très fin, et peut-être même quelque chose qui, au bout du compte, comme l'on dirait en mathématiques, qui n'a pas d'existence, si ce n'est que cette dynamique qui relie deux points entre elles. Dans votre excellente question, il y a déjà une réponse, mais j'essaierai de la situer, de ce que vous avez dit, dans une problématique. Il faut savoir faire la différence entre
la représentation de la chose et la chose même, entre la représentation de la Méditerranée et la Méditerranée elle-même. On peut constater de très grandes, de très graves différences. Vous savez, surtout les gens qui viennent du continent qui croient avoir compris, ou bien les gens de la Méditerranée elle-même qui croient qu'ils savent tout, sans avoir jamais posé les questions, sans avoir entré vraiment dans le fond. Et donc, c'est un jeu très, très particulier qu'on peut observer dans une énorme littérature sur la Méditerranée qui se fait depuis quelques millénaires déjà. Vous savez, cette représentation de la réalité et la réalité elle-même, on la mélange, on la confond, on joue sur l'un en pensant à l'autre, ou on joue sur l'autre en pensant à la première. Et donc, j'avais proposé cette idée de représentation. D'ailleurs, la représentation, c'est quelque chose. La représentation devient très, très souvent devient superficielle, comme la Méditerranée s'offre, comme si la vision étant la première, et la vision étant débordée parfois par la qualité de vue, on reste sur le côté vu et on ne va pas vers le côté représenté. Et donc c'est là toute une esthétique que je touche seulement avec quelques mots, mais qui mériterait, il y a quelque chose là-dessus dans une dernière édition du Bréviaire. Vous êtes une ville qui a beaucoup d'émigrés venus du Maghreb, venus de l'Afrique. J'avais proposé une chose déjà dans la Commission européenne et ça n'a pas été écouté. Vous savez, le premier problème contre lequel on pourrait réagir, c'est la désertification. Si on arrête la désertification, si on arrive de faire du désert comme ça se fait dans certains pays, comme les Israéliens avaient fait dans certains champs, on pourrait donner à ces gens leur propre terre à travailler. Ils ne devraient plus chercher un nombre aussi important ailleurs le travail. Vous voyez, avec les moyens parfois, mais il faut trouver la chose, il faut la penser, il faut l'avoir pensée avant de la définir. Je continue à penser, à dire, à écrire que le Sud doit d'abord se défendre par les forces du Sud. Voilà, ça pourrait être une conclusion. Ça pourrait être une conclusion. Merci, Predrag Matvejević.